Fabrice Bonifay, on est ravi de vous recevoir pour Alter Capitae, qui est une asso du coup, qui cherche à faire connaître un peu les thèmes de la décroissance prospère. Et on est ravi de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Fabrice Bonifay et je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et le président du collège des directeurs développement durable, le C3D. Et puis je suis aussi administrateur d'un think tank bien connu, peut-être de votre communauté, qui s'appelle The Shift Project. Bien sûr, un très bon think tank. Ouais. Alors, on a choisi de vous recevoir aujourd'hui parce que dans le paysage des directeurs RSE de grandes entreprises, vous êtes un des rares à vous exprimer souvent sur la post-croissance. Et donc, pourquoi vous avez choisi finalement de signer des textes sur ce thème? Parce que c'est le bon sens, parce que les arbres grimpent pas au ciel, parce qu'il n'y a pas de croissance infinie sur un monde fini, dans un monde fini en ressources, ça n'existe pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à un confort matériel du Moyen-Âge, comme certains s'amusent à le dire, ou à des modes de vie amiches, quoique il y a des choses intéressantes à aller chercher chez eux aussi. Comme la low-tech, par exemple. Voilà, comme l'ultra low-tech. Je pense que l'ultra low-tech est très high-tech en réalité, on pourra en reparler. Et qu'au bout d'un moment, il faut se resynchroniser au bon sens. Et se resynchroniser aux limites planétaires surtout, parce qu'il y a 9 limites planétaires que l'on connaît, on en a déjà dépassé 5, et qu'il n'y aura pas de toute façon d'économie viable sans une modération dans l'utilisation des ressources. Ça n'existe pas, c'est pas possible, on est déjà à l'os là, sur tout un tas de ressources minières critiques dont on dépend d'ailleurs pour faire fonctionner l'économie. Donc soit on continue une approche linéaire très dispendieuse dans l'utilisation des ressources et on va à la catastrophe, avec en plus l'épée de Damoclès du climat qui est sur notre tête, soit on essaye de réinventer un modèle de prospérité sans croissance de flux physique carboné, c'est comme ça que j'appelle ça, et ça c'est tout à fait possible, de gagner de l'argent en dépensant moins de ressources, mais pour ça il faut tout changer. Voilà. Alors le discours que vous avez là, évidemment il nous plaît beaucoup, mais c'est un discours qu'on n'entend pas si souvent que ça au sein des dirigeants RSE, donc comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous avez vu une forte évolution du développement durable en entreprise depuis que vous êtes en poste? Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. C'est clair que le métier a évolué dans le sens où les premières années, c'était surtout très défensif. Les entreprises cherchaient à être conformes, en fait, à un environnement réglementaire qui se durcissait. Voilà. Parce que comme le marché n'a pas permis de produire sans nuisance, le législateur a empilé en fait les obligations, mais qui restent encore très 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 laxistes par rapport à ce qu'il faudrait faire réellement. Et donc le métier s'est transformé d'une approche de je réponds à des obligations légales qui se durcissent, à une approche où j'attaque le vrai problème, c'est-à-dire le modèle d'affaires. Donc comment je reconfigure mon modèle d'affaires pour le réaligner par rapport aux limites planétaires. Et on en est là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont vraiment commencé à muter, à travailler sur la transition de leur modèle économique. Allez, un petit tiers, 20%, 25%. Et puis toutes les autres qui sont soit dans le ventre mou, qui se posent des questions. Et puis il y a bien sûr quelques cyniques qui continuent comme avant, etc. En France d'ailleurs et à l'international. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. La bonne nouvelle, c'est que de toute façon, ça peut aller que mieux, hélas, parce que le monde va aller toujours plus mal. Donc, c'est à quelle vitesse? Voilà, c'est ça. La question, c'est à quelle vitesse, dans la mesure où c'est pas nous qui devons décider de la vitesse de la transition. Non, parce qu'aujourd'hui, on a des faits scientifiques qui nous disent, on aura dépassé les 1,5 degré dans 5 ou 6 ans, au rythme actuel des émissions. Alors que l'accord de Paris, c'était pour 2100, on aura juste 70 ans d'avance, et qu'il y a des phénomènes, il y a des seuils irréversibles dans les limites planétaires que l'on connaît aujourd'hui, qui ont certains seuils ont déjà été atteints et d'autres vont l'être demain. Donc, demain, quand je dis demain, c'est dans la décennie à venir. Donc, on est déjà très en retard. Donc, le problème, c'est pas de trouver des solutions. Les solutions, on les a. C'est le temps qui nous reste pour les mettre en place. Donc on doit accélérer en fait cette mutation, et pour l'accélérer, il faut un peu de courage, enfin même beaucoup de courage. Et justement, à propos de ça, vous avez écrit donc il n'y a pas longtemps un ouvrage qui s'appelle L'entreprise contributive, où le but c'est justement que le modèle d'affaires des entreprises soit compatible avec les limites planétaires. Et donc au sein de ce livre, il y a plusieurs concepts qui nous ont intéressés.
Mais bon, premièrement, est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est donc pour vous l'entreprise contributive? En 2 mots, c'est compliqué de vous résumer ça, il faut lire le livre. Hein. Mais non, le livre vise en fait à démontrer qu'on peut produire la valeur autrement, en prenant en compte donc ces fameuses limites dont je parlais. Et donc il y a 5 chapitres. Il y a l'acceptation du fait que les faits scientifiques sont incontournables. On parlait, Voilà, c'est incontournable. Donc c'est la donnée d'entrée. C'est pas le marché qui a raison, c'est les faits scientifiques qui ont raison. C'est un peu une inversion quand même de la façon dont on voit l'économie depuis toujours. Voilà, enfin depuis l'ère moderne en tout cas, ce qu'on appelle l'ère moderne. Donc accepter que ces faits scientifiques deviennent des données d'entrée de la stratégie et du modèle d'affaires. Ça apprend l'humilité, déjà. Ensuite, deuxièmement, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est pas simplement de maximiser le profit, même s'il faut faire du profit pour durer, ça fait partie des conditions de la durée, mais il faut aussi considérer les enjeux sociaux et environnementaux au même niveau. Au même niveau. Il n'y a pas l'environnement qui est la variable d'ajustement du reste. Non, au même niveau parce qu'on comprend dans l'entreprise contributive que si on dégrade et on continue de dégrader les écosystèmes et les ressources, il n'y aura plus de business. Là, vous faites référence est-ce que vous faites référence à une comptabilité multicapitale? Après, à la fin. D'abord, la raison d'être, c'est à quoi je sers dans mon activité, dans mon secteur d'activité, quel service je rends à mes clients, mais en ayant toujours le souci de prendre en compte les communs. Je fais pas, pour résumer, je fais pas de l'argent pour faire de l'argent sans me préoccuper de mes externalités négatives. Voilà, non, je n'accepte pas cette notion de dire je fais de l'argent, je crée de l'emploi, donc je peux polluer un petit peu, c'est pas trop grave. Ça, c'est comme ça qu'on a raisonné depuis des décennies. C'est ce qu'on entend encore aujourd'hui parfois. Ouais, mais on voit dans quelle merde ça nous a mis aujourd'hui au niveau climatique et les conséquences pour les générations futures de cette inconscience, de cette inconséquence et de cette irresponsabilité, j'ose le dire. Alors, après, le troisième pilier de l'entreprise contributive, c'est de dire, il faut passer d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire. On inclut le vivant. Les données de sortie des uns ne deviennent pas les données d'entrée des autres. Ça, c'est l'économie du recyclage. Bullshit. Ça, vous n'y croyez pas, par exemple? Ah, du tout. Du tout. Moi, je crois à l'économie de l'usage. Donc c'est une réduction de l'usage plutôt qu'un recyclage. Réduction de la fabrication des produits. Moins de produits, mais plus de gens qui utilisent les produits qui existent. C'est-à-dire, en fait, on est dans une économie où tout le monde n'a pas tout, avec des temps d'utilisation qui sont extrêmement petits. Je ne sais pas si tu fais 3 jours de ski par an, tu vas peut-être pas acheter une paire de skis, tu vas la louer, parce que ça coûtera moins cher et puis ce sera mieux pour la planète, parce que comme ça on fabriquera moins des skis. C'est pareil pour tout, pour les voitures, pour les trottinettes, pour les appareils à raclette, pour les perceuses. Si on rentre dans une économie d'usage, on fabrique moins de produits et donc moins de pression sur les ressources, moins de pression, moins d'énergie grise de fabrication de ces ressources, de ces produits plutôt. Et donc du coup, on se réaligne un peu plus avec ce que la planète peut donner et ce qu'elle ne peut pas donner. Donc l'économie de la fonctionnalité, ça s'appelle comme ça, c'est le principal levier des entreprises contributives. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour certains produits, on ne peut pas les garder longtemps. On ne va pas louer son slip à la journée. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire preuve de discernement et même de techno-discernement. Parce qu'on aura besoin, bien sûr. Les gens disent, oui, mais souvent, certains écolos, ils nous disent, voilà, il faut plus de technologie, il faut plus... Au contraire, il faut mettre le meilleur de la technologie au service de la frugalité et de la sobriété. En fait, il faut encourager les technologies qui ont un impact écologique ou social. Il faut, voilà. Mais toutes les technologies, il y a toujours... tout dépend comment on les utilise. Il y a l'usage et le mésusage, comme dit Philippe Biwix. Donc, vous avez un marteau, vous en servez pour foncer un clou, ça sert à ça. Vous le prenez pour taper sur votre copain, ça ne sert pas à ça. Donc, toutes les technologies en tant que telles sont bonnes. Mais il faut, je pense, faire preuve de techno-discernement. C'est-à-dire, est-ce que finalement avoir un smartphone en 4K pour regarder des vidéos de chat sur une plage avec le 5G, est-ce que c'est un bon usage de la technologie à l'heure où on doit faire des économies d'énergie, de matières premières, etc. Non, il faut faire preuve de techno-discernement. Et je pense que maintenant les entreprises doivent accompagner leurs clients
dans l'utilisation responsable des produits que ces entreprises mettent à disposition. Ça fait partie de leur responsabilité. Voilà. Et ça, je pense que cette case-là, peu d'entreprises le cochent aujourd'hui, mais pour maintenir demain son autorisation d'exister, les entreprises vont devoir accompagner les clients dans l'utilisation responsable des produits. Justement, si les entreprises accompagnent les clients dans cette, comme vous dites, utilisation responsable, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en tout cas si on regarde le modèle d'affaires actuel, justement qu'il y ait une rentabilité moindre et que du coup les entreprises n'aient pas envie d'aller vers cette direction? Et c'est là où je trouve d'ailleurs l'intérêt de votre livre, parce que vous parlez d'un modèle d'affaires contributif, donc qui sera compatible avec cette vision. Ouais. Alors, est-ce que l'approche de fonctionnalité va permettre de gagner plus ou moins d'argent que l'économie du volume, où l'obsession des entreprises, c'est de vendre toujours plus de produits tous les ans à des clients et donc de trouver toutes les astuces possibles pour provoquer le réachat, l'obsolescence, le marketing, la mode, la publicité, etc. Dans une course sans fin de dire voilà, j'ai vendu 15 casseroles l'an dernier, il faut que j'en vende 20 cette année et 25 l'année après, etc. Sans rebouclage, c'est-à-dire voilà, que deviennent les casseroles qui ne seront plus utilisées ou etc. Ben, cette économie-là, cette économie du monde sans fin, ben moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est juste pas possible d'un point de vue scientifique, biophysique. Alors c'est vrai que le monde se divise en deux, entre ceux qui croient au monde sans fin et puis ceux qui croient au monde fini. Bon, bah, chacun se fera sa religion sur ce sujet. L'histoire jura qui a tort, qui a raison. Moi, je pense que là, on peut monter les paris. Mais ça ne veut pas dire non plus que on va assister à une paupérisation parce que l'économie de fonctionnalité. Non, qu'on gagne peut-être, sans doute, moins d'argent avec l'économie de la fonctionnalité parce que les rentabilités qui sont aujourd'hui demandées aux entreprises sont juste inhumaines. Mais justement, comment une entreprise pourrait changer là-dessus? Ben, il y a de la pédagogie à faire auprès de ce qu'on appelle les parties prenantes. Voilà. À commencer par les actionnaires. C'est ça. Ouais. En leur disant, écoutez, il y a deux solutions pour faire simple. Soit on fait fi de ce que nous disent les scientifiques. Le changement climatique, c'est pas très grave, on va s'adapter. Voilà. La perte de la biodiversité, c'est pas très grave, il y aura moins de moustiques en été, ça ira très bien. On peut croire ce discours et dire voilà, on va trouver des techniques qui remplaceront le pétrole, on va prendre voilà. On peut croire ce discours-là, qui existe, j'ai bien conscience, je l'entends aussi moi-même. Et je pense qu'on va au-devant de désillusions à la hauteur de nos illusions. Voilà. Alors, parce que aujourd'hui, tous les faits nous disent que c'est pas vraiment ce qui va se passer. Et il y a suffisamment de signaux faibles aujourd'hui, qui sont même des signaux très forts, qui nous montrent qu'on est déjà aux portes de l'effondrement sur un certain nombre de sujets eu égard aux limites planétaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis après, il y a un autre discours qui dit, ben voilà, on peut produire la valeur autrement, d'une façon plus responsable, plus partagée, plus inclusif, sans renoncer en rien à un minimum de confort matériel, parce que ça fait du bien, le confort matériel, mais en ayant conscience que ça serait bien de le partager un peu plus, parce que aujourd'hui, les richesses, c'est le moins qu'on puisse dire, les richesses matérielles sont pas très bien réparties sur cette planète. Et quand vous dites du coup qu'elles sont pas très bien réparties sur la planète, bon, on peut être que d'accord quand on lit les rapports d'Oxfam par exemple. Ouais. Comment au sein d'une entreprise on pourrait changer cette en faisant des produits et en proposant des produits qui sont accessibles au plus grand nombre et pas simplement en mode premium pour toujours les mêmes. Donc l'habitat, faire un habitat accessible. Donc pour qu'il soit accessible, il faut peut-être standardiser un peu plus, il faut le rendre modulaire, il faut pouvoir rendre les bâtiments réversibles, de manière à ce qu'on puisse avoir des modes d'habitat qui puissent être accessibles au plus grand nombre, sur toute la planète. Et pour ça, il y a certainement à utiliser d'ailleurs le meilleur de la technologie pour arriver à faire baisser les coûts, mais avec un mode de récupération des matières premières in fine, qui n'existe pas aujourd'hui dans le modèle existant, et qui, de fait, conduit à un gaspillage monumental de ressources minérales dont on va avoir besoin pour les générations futures. Donc il faut encore une fois reboucler et se dire, finalement, quand on construit quelque chose, ce serait peut-être bien, en fin de vie, de pouvoir récupérer
tout ou partie des matières premières constitutives pour pouvoir ensuite les réassembler dans un autre ouvrage. Et ben ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Ben pourquoi on ne le fait pas? On le fait parce que peut-être que vous êtes d'accord avec moi, c'est sur la question de, j'en ai parlé trop tôt tout à l'heure peut-être, mais de la comptabilité multiple. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire fructifier un capital qui est le capital financier, au détriment bien souvent des capitaux naturels et sociaux. Oui. Et donc, comment on pourrait changer ça? Donc, ça encore un truc à changer, et c'est la mère des batailles, de vous à moi, parce que accepter les faits scientifiques, je pense que dans la décennie qui est en cours, on va accepter les faits scientifiques, parce qu'on va subir les effets des changements climatiques à un point tel qu'il va falloir mettre vraiment de la mauvaise volonté pour combattre ce genre d'évidence, parce que c'est une évidence pour moi. L'histoire de la raison d'être, tout le monde va y aller. Voilà. Quelle entreprise va pouvoir afficher de dire voilà, moi je continue de faire du fric et j'en ai rien à foutre de l'environnement et du social. C'est pas assez compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Les parties prenantes n'acceptent plus ça aujourd'hui. À commencer par les collaborateurs de ces mêmes entreprises d'ailleurs. Changer le modèle d'affaires, vu le prix des matières premières aujourd'hui et le fait qu'il y en a beaucoup plus de demandes que d'offres, on est déjà en tension partout, d'avoir un mode circulaire au sens de l'usage. D'ailleurs, c'est en train d'arriver de partout. Michelin, Ricoh, Interface. Il n'y a pas que des startups qui commencent à travailler sur l'économie de fonctionnalité. C'est des grandes entreprises. Donc, ça aussi, c'est en train de basculer petit à petit. Je suis vraiment pas inquiet. Il y a deux sujets sur lesquels vous êtes plus inquiet? Je suis un peu plus inquiet. Ou en tout cas, ça risque de prendre plus de temps. Parce que là, il y a des vrais freins, là pour le coup. Le frein de la finance mondiale, notamment. Qui, eux, vraiment, ont tout à perdre. Alors on peut s'arrêter là-dessus, du coup, sur le frein de la finance mondiale. Pourquoi vous dites qu'ils ont tout à perdre, du coup, de ce changement? Écoutez, il faut maintenir effectivement 3 capitaux pour survivre. Le capital financier, mais pas avec les mêmes ratios qu'aujourd'hui, on l'a dit, mais le capital naturel et le capital humain. On va s'arrêter un petit peu sur le capital naturel. Parce que souvent, moi je conteste souvent la façon de présenter les choses dans les entreprises ou même dans les médias, où il y a une verticale environnement à côté de la verticale sport, de la verticale culture, de la verticale politique. Mais l'environnement, c'est pas une verticale, c'est une transversale. S'il n'y a plus de ressources, si le climat est dégradé, si le cycle de l'eau ne fonctionne plus, si la pollinisation ne fonctionne plus non plus, il n'y aura plus de business. Il n'y aura plus rien pour le reste. Donc là, on est sur une approche transverse. Donc, les entreprises doivent comprendre qu'elles doivent maintenir au coût de maintien leur capital naturel. Le capital naturel qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise, qui fournit les ressources, qui fournit l'énergie, etc. Ça veut dire que dans la structure de coût des solutions qu'elles vont vendre à leurs clients, je ne parle plus des produits, je parle des solutions, il faut qu'elles intègrent dans cette structure de coût la réparation, la régénération, l'entretien, la maintenabilité de ce capital naturel dans le temps. Et donc ça nécessite de faire des investissements pour que l'outil de production ne dégrade pas ce capital naturel qui est indispensable pour la pérennité de l'entreprise. Ça veut dire en fait intégrer dans la structure de coût des choses qui sont aujourd'hui considérées comme gratuites. Exactement. Voilà, c'est gratuit. Donc là, l'oxygène c'est gratuit, le climat stable c'est gratuit, même les matières premières sont gratuites en tant que telles. Il y a des coûts d'extraction, mais la matière première en tant que telle est gratuite. Donc, c'est clair que ça risque de renchérir un petit peu quand même la solution qui va être proposée in fine par l'entreprise. Et donc de fait, faire bien son travail demain, ça risque de coûter un peu plus cher. Et justement, si ça coûte un peu plus cher, en fait, est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que devrait faire l'État, la puissance publique, en termes de régulation, pour aider à la mise en place de toutes ces solutions? Moi, si j'étais président de la République, j'ai pas le talent pour ça, mais si je mettrais immédiatement en place, j'essaierais en tout cas de le faire même au niveau mondial, parce que pour être efficace, il faudrait que ce soit mondial. Et quand on sait qu'il y a 195 pays à l'ONU, c'est comme au niveau européen d'ailleurs. Voilà, alors qu'on peut commencer au niveau européen, mais c'est comme 195 pays, c'est comme une réunion de copropriété, quoi. Ils sont tous d'accord sur rien, quoi. Mais bon, faisons un rêve, parce que c'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse quand même de toute manière. C'est de mettre en place un nouveau système comptable. Voilà.
multicapital. Bien sûr. Et ça, il y a une école française d'ailleurs qui fonctionne très bien dans ce domaine-là, qui a produit un certain nombre d'études, de rapports qui tiennent la route. Hein. C'est tout à fait possible de le faire. Mais ça changerait tout. Parce qu'à la fin de l'année, au moment du closing, les entreprises devraient présenter leur triple bilan. Mais performance écologique, du coup. Bien sûr, et sans qu'un bilan puisse rattraper un autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des cloisons étanches entre chaque bilan, là. Hein. Pas de substituabilité, zéro. Donc, l'entreprise doit gagner de l'argent, bien sûr, il n'y a même pas photo là-dessus. Mais elle doit démontrer que son capital naturel n'a pas été altéré. Ouais, donc, tout ce qu'elle utilise, toutes ces matières premières, tu as utilisé 15 arbres, est-ce que tu en as planté 15? Est-ce que tu as sécurisé pour qu'ils puissent pousser pendant 40 ans, etc. Comment tu as fait ça? Et puis, bien sûr, le capital humain, pareil, tu utilises des collaborateurs, est-ce que tu es bien sûr qu'ils sont repartis chez eux en bonne santé? Voilà. Eh bien ça, ces rapports du futur, c'est ça qu'il faut arriver à faire, une comptabilité multicapitale. Et là, on va commencer à être sur un business qui sera véritablement contributif et donc durable. Très bien. Et justement, vous y avez un peu répondu tout à l'heure déjà, mais souvent quand on parle de post-croissance, d'écologie, de comptabilité multicapitale, on a dans le débat public parfois l'idée que ça irait contre l'emploi, contre le social. Mais c'est tout le contraire. Et donc, est-ce que vous, au sein de votre entreprise, quand vous essayez de mettre en place de telles politiques, les salariés, les syndicats vous suivent? Les syndicats, j'en sais rien, on en parle très peu avec les syndicats, hélas. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ces sujets, hein. Je le déplore d'ailleurs. Hein. Mais bon, on ne peut pas courir après tous les lapins en même temps. Heureusement, il reste encore quelques lapins. Alors de dire que ça va détruire l'emploi, il n'y a pas plus faux et pas plus con que ça. Moi, je pense que ça va créer même beaucoup d'emplois. Prenons quelques chiffres. Il y a, alors si je prends les chiffres de la France, même l'Europe, si vous voulez, en France c'est 35 millions de logements à peu près, 190 millions au niveau de l'Europe. Il faut tous les rénover. On en rénove 200 000 par an, il faudrait qu'on puisse en rénover 700 000 par an. Donc il y a du travail. Oh là 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 là. Le problème d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas de manœuvre pour faire ça. On n'a pas de manœuvre. Et je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, encore une grosse bêtise, on a formé des générations d'étudiants pour des professions tertiaires, intellectuelles, très bien, mais c'est bullshit. Il n'y a plus grand monde pour faire le travail. Voilà, nous on a besoin, on a du mal à trouver de la manœuvre aujourd'hui sur nos chantiers qualifiés, etc., alors que c'est les plus beaux métiers du monde. Donc il faut revaloriser un vrai travail, si j'ose dire. Voilà. Et quand vous dites revaloriser, comment on revalorise un tel Eh bien, en montrant que c'est super fun de rénover des bâtiments. C'est super fun, on est utile, on a l'impression le soir quand on se couche, on se dit putain, il y a un sens, il faut redonner du sens au progrès, parce que ça c'est le progrès. De consommer toujours moins, c'est du progrès. De consommer toujours plus, c'est pas du progrès, c'est de la criminalité. Donc ça c'est vraiment important. Les jeunes aujourd'hui, quand ils font un travail qui a une donnée de sortie pour le bien commun, au-delà du client et de l'actionnaire, ils y vont avec plus d'entrain. Vous avez confiance dans la génération à venir là-dessus? Non, je pense qu'il y aura autant de cons dans la génération à venir que dans la mienne. C'est le système qui rend con. Hein. C'est pas les gens. Les gens sont 99% des gens sont des gens bienveillants. Voilà, on n'est pas cynique. On le devient par le système qui nous rend cynique, la compétition, le consumérisme. C'est ça qui nous rend con en fait. Hein. Mais si on arrive à redonner du sens par une raison d'être ambitieuse, qui prend en compte le vivant, il n'y a pas plus important que le vivant. Il n'y a pas de raison que les gens n'adhèrent pas à ce genre de choses. Il faut changer de discours, il faut avoir un nouveau récit. Ce qui est important maintenant, si on veut rendre cette nouvelle dimension désirable, pour que ça soit accepté par le plus grand nombre, il ne faut pas la présenter comme une approche punitive. Voilà, restriction, interdiction, même si on aura besoin aussi un petit peu de régulation pour faire tout ça. Mais c'est pas ça qu'on doit présenter en premier lieu, on doit présenter le côté positif, de dire, qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue, c'est quand même sympa, que les gens puissent manger une nourriture saine, sans pesticides, sans toutes ces saloperies chimiques que l'on a aujourd'hui, c'est mieux.
Et peut-être qu'il va falloir qu'on produise différemment ces produits-là, donc ça va peut-être coûter plus cher, mais la santé, c'est aussi un coût, parce que finalement, ce qu'on ne paye pas, je vais prendre un exemple très... Là, aujourd'hui, comme on est sur l'ultra-mondialisation, les prix les plus bas, etc., alors les gens sont contents, ils payent leur t-shirt à 2 €, ils ont des voitures pas trop chères, etc. Mais comme les entreprises qui produisent ces produits ne s'occupent pas du capital naturel, on a une qualité de l'air qui tue en moyenne 100 000 personnes par an de morts prématurées. Voilà. Donc il y a des maladies chroniques, il y a un stress énorme dans cette société consumériste du toujours plus, de toujours pédaler plus vite dans le système. Mais justement là-dessus, on en parlait du coup de rendre plus désirable le fait de moins consommer. Oui. Mais aujourd'hui, on est toujours à un temps où il y a une publicité qui est omniprésente, même dans les toilettes des bars. Et je voyais d'ailleurs que cette année, SpaceX compte lancer un satellite qui mettrait en fait des logos publicitaires dans le ciel. Et du coup, comment on fait pour produire ce discours plus désirable alors que la publicité reste quand même omniprésente? Non mais la publicité doit faire sa mue comme les autres industries. Hein. Voilà, il y a moyen de faire de la promotion pour des produits qui sont plus éco-responsables. Moi, je crois qu'on aura toujours besoin de publicité. Maintenant, c'est quelle publicité, pour quel produit, pour quel modèle économique derrière le produit. C'est surtout ça le problème. La publicité, c'est un vecteur. Ça dépend ce que tu promeus. Si tu promeus un gros 4x4 à 400 grammes de CO2 bah oui, ou si tu promeus un service de mobilité décarboné, inclusif et super fun, bah c'est toujours de la pub, mais c'est pas le même service qui est derrière. Donc c'est encore un problème de discernement. C'est comment tu la configures, qu'est-ce que tu vends en fait. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu fabriques ton produit, je te dirai s'il est durable ou pas. Donc, je pense que ça sert à rien de vouloir stigmatiser telle ou telle profession. De toute façon, il faut tout changer. Il faut changer notre façon de nous nourrir. Ça, c'est urgent pour la santé. C'est un problème de santé publique. Hein. Le but, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre longtemps en bonne santé. Parce que si c'est pour vivre longtemps et pour cohabiter avec son cancer pendant 20 ans, je suis pas sûr que ça soit ultra fun, ça, comme perspective. Sur l'agroécologie, on tombe un peu sur le même problème dont on parlait tout à l'heure, qui est la question de la finance. Ça veut dire, nous, on a déjà parlé à des gens qui sont par exemple dans les domaines de l'alimentation, et ils nous disent souvent, bah, écoutez, les prix sont fixés au niveau international par des traders, donc nous, on ne peut pas produire le blé à tel prix parce que ce sera plus compétitif au niveau international. Oui, ben là, il faut un petit peu de régulation. Là. Pour le coup, il faut un petit peu de régulation et se dire, reprendre le pouvoir en fait sur cette corporation qui n'a pas d'autre but que de faire de l'argent pour de l'argent. Bon. Et qui profite en fait à moins de 1% de la population. C'est pas durable. C'est juste pas durable. D'ailleurs, on s'en aperçoit en ce moment. Hein, il y a une telle pénurie de matières premières en ce moment qu'on est en train de se rendre compte que le modèle linéaire, il est pas soutenable. Là, tout le monde veut faire du bois, là. Voilà, c'est la grande mode, et c'est très bien. Le biosourcé, c'est très bien. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas tout faire en bois, compte tenu qu'il n'y aura pas assez de bois. Donc, quels sont les secteurs où le bois est le plus pertinent. Et puis, il y a d'autres secteurs qui devront trouver autre chose, mais la plupart du temps, c'est autre chose, c'est surtout de changer de modèle. De dire, bon voilà, est-ce que je reste sur une approche linéaire ou est-ce que je passe sur une approche d'usage? On n'a pas le choix de toute manière. Au bout d'un moment, lorsque la demande explose l'offre, et c'est le cas, soit on commence à faire des économies, soit on change de modèle. Parce que les économies, les gens prennent ça comme une punition. Bien sûr. Hein. Changer de modèle, ça veut dire ne renoncer à rien, mais d'accepter de partager un peu plus. Voilà. Donc, demain, votre génération, vous serez certainement beaucoup moins propriétaire de vos véhicules que ma génération et la génération de mes parents, parce qu'on ne pourra pas en fabriquer pour tout le monde. Mais est-ce que ça induira le fait que vous allez renoncer à la mobilité? Non. Mais, grâce au numérique, vous pourrez planifier un peu plus, vous pourrez partager mieux, et vous faire
pourrait continuer de bénéficier de mobilité, mais dans une approche plus partagée, tout simplement. Et ça ne sera pas un recul de la liberté, hein. Non, ça sera juste une avancée de responsabilité. Et justement, cette question du numérique, il y a une question qui a pas mal été débattue ces dernières années dans les milieux écologistes sur l'usage de la 5G. Bon, pas tant en entreprise, mais plutôt auprès des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces critiques sur l'usage de la 5G pour les citoyens? On connaît la citation du maire de Grenoble sur l'utilisation du téléphone dans l'ascenseur. Oui. Bah, écoutez, la 5G, il y en a besoin pour faire en sorte que l'augmentation permanente des datas, que les réseaux puissent tenir tout simplement. Voilà. Mais dans ce domaine-là aussi, il faudra bien qu'un jour ça s'arrête. On ne pourra pas jusqu'à la 10G. Voilà, je ne sais pas si on arrêtera à la 7, à la 8 ou à la 9, mais il faudra bien un jour prendre conscience que les arbres ne grimpent pas au ciel, tout simplement. Alors moi, si la 5G, c'est favoriser la télémédecine, faire en sorte qu'on puisse... Il faut regarder aussi comment la 5G va nous permettre c'est ce qu'on appelle l'IT for Green, d'éviter des émissions dans d'autres secteurs. Ah ben, là, ok. En médecine, il n'y a pas d'ambulance, par exemple, qui va apporter le patient, donc on économise finalement. Exactement, c'est ça, pour éviter des émissions diffuses ailleurs. Ben moi, je dis c'est très très bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si c'est par contre pour rajouter des consommations qui ne sont pas essentielles pour le bien commun, ben, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, technodiscernement. Technodiscernement, les opérateurs doivent se poser les questions, mais ce n'est pas tellement les opérateurs d'ailleurs. C'est une régulation qui doit être faite ou c'est les entreprises qui elles-mêmes, par secteur, doivent dire... C'est dommage de faire appel à de la régulation systématiquement. Ça me désole, moi. Je pense que le propre d'une corporation, d'un secteur d'activité, c'est de se réunir et de se dire, bon, est-ce qu'on attend qu'on nous mette au-dessus de nous un régulateur pour nous obliger à être responsables? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Ou est-ce qu'on accepte qu'il y a des limites planétaires et qu'on va reconfigurer notre secteur d'activité par rapport à ces limites? Moi, j'appelle à ça. J'appelle à ça. Parce que sinon... Dans l'immobilier, est-ce qu'il y a des discussions qui sont un peu en cours là-dessus ou est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous avez une approche sectorielle, vous, Bouygues pas encore assez transverse, sectorielle un petit peu à l'échelle des fédérations professionnelles. Oui, la RE 2020, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a eu vraiment un dialogue avec les acteurs, les petits et les gros. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait aller sur une approche sectorielle internationale pour que c'est vraiment... Mais bon, comme on sait qu'on peut pas y aller tout de suite, il faut raisonner par cercle concentrique. Il faut commencer avec ses voisins, les voisins des voisins, et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir... c'est ce qu'on appelle, nous, le phénomène de la Ola dans le bouquin. La Ola, on commence à faire lever ses voisins juste à côté, avant de faire lever tout le stade. Donc, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant pour quelqu'un comme moi. C'est... je me dis, on a tout. C'est un peu le film Don't Look Up. On avait tout. On avait tout. Et on a quand même pris la météorite alors qu'on aurait très bien pu la dévier. Bon, ben là, la météorite, ça s'appelle le changement climatique. On pourrait très bien le stopper. On a tout. On peut nourrir 7 milliards de personnes avec une autre façon de produire les calories alimentaires. C'est encore un discours qu'on reproche souvent à l'écologie, que si on met en place une société écologique, alors ce sera compliqué de maintenir la consommation de 7 milliards. Non mais attendez, mais oui, mais des conneries dans ce domaine-là. Là, par contre, là, c'est infini. Là, on est c'est ce que disait Einstein. Ça, il y a beaucoup de conneries. Mais dès lors qu'on prend le temps de comprendre les ordres de grandeur, dès lors qu'on prend le temps de comprendre les solutions alternatives, et il y en a plein, sur produire la valeur autrement. Dès lors qu'on prend le temps de comprendre ces notions de comptabilité multicapital qui sont essentielles si on veut vraiment pérenniser un système. Parce que le but, c'est quand même de pérenniser. C'est de durer. L'objectif pour une entreprise, avant même de gagner de l'argent, c'est de durer. L'argent, c'est un moyen de la durée. L'objectif, c'est de durer. Bon. Et donc maintenant, pour accélérer tout ça, il faut travailler sur les récits. C'est-à-dire démontrer
que l'écologie n'est pas punitive au sens restriction, récession, chômage de masse, voilà, tout ce que ceux qui combattent ces idées-là mettent comme épouvantail pour dire, bah non, il faut continuer le productivisme des cervelés. Non. Ça, il faut démontrer que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Qu'on peut maintenir un niveau de vie matériel extraordinaire et peut-être même encore meilleur que ce qu'on a aujourd'hui, avec une meilleure santé, mais en produisant aussi des nouveaux indicateurs qui permettront donc de montrer ou pas qu'on est sur la bonne voie. Donc là, vous pensez par exemple aux critiques qui sont souvent émises sur le PIB. Bah bien sûr. Ça ne reflèterait pas forcément... Mais là, mais le PIB, mais vous avez un accident sur l'autoroute, c'est bon pour le PIB. Vous rasez une forêt, vous vendez tout le bois de la forêt, c'est bon pour le PIB. Est-ce que c'est bon pour la région qui va subir ça? Mais bien sûr que non. C'est un indicateur parmi d'autres. Obsolète, on va dire. Mais c'est pas qu'il est obsolète, c'est qu'il n'est pas suffisant surtout. Il n'est pas suffisant pour démontrer qu'on est sur la bonne voie. Avec cet indicateur où on mesure en fait des transactions. Mais rien ne dit que ces transactions nous permettent d'aller dans le bon sens. C'est pas la nature des transactions. Voilà, il n'y a pas la nature des transactions. Donc ce qui est important, c'est de dire mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est fondamental bien pour le bonheur humain, parce qu'en fait il s'agit de ça, hein. Le bonheur humain avec les autres espèces vivantes. Hein. On n'est pas tout seul à partager la planète. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Ben, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il y a des fondamentaux, la santé. Voilà. Bon. Eh bien, est-ce que dans les indicateurs qui doivent être suivis par les gouvernements demain, ben, est-ce qu'il y a cet indicateur bien-être et santé au premier plan de ce qu'on doit suivre? Ben, la réponse est non aujourd'hui. En tout cas, s'ils existent, ils ne sont pas pris en compte, ces indicateurs-là. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernements, par exemple, ils communiquent beaucoup autour de l'idée de croissance. Cette année, on a fait 7%, etc. Et vous, est-ce que vous préfériez pas un pouvoir politique qui dit bah, sur tel indicateur... Mais c'est ce que fait Mais bien, vous avez raison. Moi, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays trotskiste, communiste ou je sais pas quoi. Non. Bah, ils ont décidé de mettre en place des nouveaux indicateurs sur le bien-être de la population, etc. Ben, moi, je trouve que c'est très bien. C'est une femme d'ailleurs, c'est peut-être pas d'ailleurs un hasard, qui a décidé ça. Au Costa Rica, ils ont décidé aussi un certain nombre de choses. Au Bhoutan, bon, ben, moi, je trouve que c'est des expériences intéressantes qui doivent être suivies. Et pourquoi pas, on pourrait copier un peu ces gens-là, voir comment ils s'y sont pris. C'est possible. C'est possible. De toute façon, vous savez, on n'a pas le choix, de toute manière. Donc, soit on continue. Moi, je pense que l'ancien monde est mort. Il est mort parce que de toute façon, c'est un problème de capacité de charge, comme dirait Vincent Mignereau. Voilà, on ne pourra pas produire ce que on ne peut pas produire. C'est voilà. Donc Mais c'est pas un rêve que prendre des ressources sur la Lune ou sur Mars, enfin qu'on en retrouve. Oui, mais enfin bon, ça c'est genre d'illuminé. Enfin, je préfère pas citer de nom, mais restons sérieux. 2 minutes. Hein. On va être rattrapé par l'évidence. Et on est en train d'être rattrapé. Il suffit de voir un petit peu les dérèglements climatiques qui s'accélèrent, etc. La population commence à prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Je vous donne un exemple. En 2003, il y a eu une canicule en France qui a fait 17 000 morts en 2 mois. On n'est pas à l'abri dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'une canicule qui fait 150 000 morts. Et là, vous pensez que ce sera un électrochoc Mais le problème, c'est que la nature humaine, et ça c'est un vrai drame, ne réagit souvent que quand la crise est vraiment là. Donc je pense qu'elle est vraiment là, mais c'est un peu comme les accidents d'avion, quoi. Bon, oui, alors il y a eu tel incendie aux États-Unis, oh merde, c'est con, ouais, mais bon, en France, ça va, quoi. Hein. Donc tant que l'avion n'est pas tombé dans le jardin, on s'en fout, quoi. Parce qu'on a, comme vous dites, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps. Et si on doit attendre 20-30 ans qu'il y ait des catastrophes énormes en France... Il y en a, hélas. Il suffit de voir ce qui se passe ces 5 dernières années. Hein. On commence à être encerclé par le bordel. Hein. Donc les catastrophes, on les a. Hein. Regardez tout le gel tardif pour les agriculteurs, les inondations, le recul des lignes de côte. Tout le monde s'aperçoit que ça va de plus en plus mal. Bon, ben j'espère que l'électrochoc va avoir lieu très rapidement. Et que ça va basculer. Alors maintenant, c'est vrai, il y a aussi une responsabilité des médias, responsabilité... Ce que j'allais dire, parce que là, dans la campagne présidentielle, on entend parler d'à peu près tout, sauf des... Bah oui, ça me désole.
Mais qu'est-ce que je vous dise? Voilà, donc il faut aller aussi s'informer ailleurs, sur des sites qui parlent de ces sujets, qui sont apolitiques, mais qui restent centrés sur les faits scientifiques, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Il y a d'autres moyens de s'informer, je pense. Mais comme je le dis souvent, le premier vecteur de l'inaction, c'est l'ignorance. Voilà. Et parce que c'est pas enseigné à l'école, parce que les médias en parlent mal, parce que les journalistes eux-mêmes ne sont pas formés à ces sujets. Et parmi les leviers qui permettraient d'accélérer la prise de conscience pour l'action, il est clair que la formation, la sensibilisation sur ces sujets est essentielle, si on veut vraiment accélérer. Donc, promouvoir la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, promouvoir l'entreprise contributive, promouvoir, il y en a plein, Le bonheur était pour demain de Philippe Biwix, Tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Enfin, il y a une littérature extraordinaire, en français, mais aussi il y a énormément d'auteurs internationaux sur ces sujets, qui ne sont pas des politiques dogmatiques, non, qui sont des gens lucides, ingénieurs, scientifiques, qui racontent les choses et qui donnent envie d'agir autrement. Donc moi je pense qu'il est vraiment important de se former, parce que plus on est conscient, plus on a envie d'agir, parce qu'on a compris que c'était urgent. Et les solutions sont là, en plus. Hein. S'il n'y avait pas de solution, ce serait vraiment anxiogène. Mais il y a des solutions. On peut vraiment se loger autrement, se mouvoir autrement, se divertir autrement, manger autrement, s'habiller autrement. On peut tout faire autrement. Et ça peut être super fun. Donc, just do it, quoi. Voilà, sur ce message d'espoir, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter, mais en tout cas, c'était... Non, c'est bien ce que vous faites, les jeunes. Allez-y, à fond. Dépêchez-vous. Prenez le pouvoir. Merci.